Bonjour et bienvenue sur Le Singe qui Baille. Dans cette vidéo, nous allons voir un article de psychologie sur la thématique des relations amoureuses. Vous trouverez nos sources en description et les futures vidéos qui approfondiront les concepts évoqués ici. Si notre concept vous plaît, likez cette vidéo, abonnez-vous et partagez-la. Si vous avez des remarques ou des questions, écrivez-les dans les commentaires. Nous vous souhaitons un bon visionnage. Les chercheurs vont essayer à travers cet article d'identifier les différences qui peuvent exister dans les conceptions de l'amour de personnes de genre ou de personnalités différentes. Pour ça, ils vont utiliser des tests de personnalité tels que l'échelle d'adjectifs interpersonnels de Wiggins et le Big Five. On va voir que la personnalité et le genre semblent avoir deux effets bien distincts et que finalement la vision que les hommes et les femmes ont de l'amour peut être plus similaire que ce qu'on s'imagine. L'article commence en pointant le fait que du point de vue des profanes autant que des spécialistes, la façon dont nous concevons l'amour varie en fonction de la personnalité et du genre. Une des explications est que le genre ou la personnalité peut modifier notre expérience des interactions sociales et donc modifier nos conceptions de l'amour. Ce que ces chercheurs reprochent aux nombreuses recherches qui ont pu être faites sur ce sujet, c'est qu'elles se limitaient à certaines conceptions de l'amour, certains types de personnalités, et donc n'étaient pas assez globales. Pour eux, cela est dû à une raison, c'est qu'il manquait d'une théorie à partir de laquelle déduire des prédictions. La théorie interpersonnelle provient initialement de la thérapie interpersonnelle de Aristaque Sullivan, un néo-freudien psychiatre du siècle dernier, qui concevait la personnalité uniquement en termes interpersonnels. C'est-à-dire que tout ce que nous faisons, pensons ou sentons est motivé par les images que nous avons internalisées des autres. Plus tard, des chercheurs se sont occupés de modéliser cette théorie et de construire des échelles qui permettent de mesurer la personnalité des gens selon ces dimensions interpersonnelles de dominance et d'amour. L'un de ces chercheurs est Wiggins, qui à la fin du siècle dernier a développé l'échelle d'adjectifs interpersonnels révisée, ou IASR en anglais. Cette échelle permet de placer la personnalité de quelqu'un dans un cercle au sein duquel les dimensions adjacentes sont fortement corrélées, alors que les dimensions opposées sont fortement négativement corrélées. Bien qu'il existe 8 dimensions dans ce cercle interpersonnel, la personnalité de quelqu'un peut globalement être résumée par ses scores en dominance et en nutrition affective, qui finalement sont les dimensions qui étaient au centre de la théorie d'Aristaque Sullivan. Les chercheurs pointent le fait que l'amour est un concept complexe et multivarié, au point que quand on interroge la population, il en ressort plus d'une centaine de types. Selon les études, les spécialistes vont plutôt les classer entre 2 ou 8 types. Mais globalement, on peut les résumer en 2 types. Ces 2 types d'amour qu'on retrouve dans la plupart des typologies et qui sont au centre du modèle de Berkshire et Hatfield sont nommés amour passionné et amour de compagnonnage. L'amour passionné consiste en d'intenses excitations physiologiques et une forte attraction sexuelle. L'amour de compagnonnage, lui, consiste plutôt en un profond lien affectif, le fait de donner de l'importance à l'autre et de se donner de la confiance. Les chercheurs citent tout un tas d'études qui soutiennent le fait que l'on puisse résumer la diversité des conceptions de l'amour en mesurant ces 2 dimensions de passion et de compagnonnage. Je vous laisse consulter l'article pour en savoir plus. Enfin, les chercheurs pointent la symétrie qu'il existe entre le modèle interpersonnel et le modèle des typologies de relations, puisque dans le cercle interpersonnel,
8 dimensions peuvent être résumées en 2 dimensions, dominance et amour. Et pour ce qui est des conceptions de l'amour, on peut aussi les résumer en 2 dimensions, la passion et le compagnonnage. Walking down the street, thanking the Lord I still got my feet. There's so much pain and crying all around me, waiting for nothing. This is really something. I'm telling you one thing. Selon cet article, plusieurs études montrent que la dimension de dominance est plutôt associée aux hommes, tandis que la dimension de nutrition affective est plutôt associée aux femmes. Vous voyez ici s'afficher dans le cercle interpersonnel comment se répartissent en moyenne les hommes et les femmes. Pour cette raison, les auteurs s'attendent à ce que la conception de l'amour des femmes corresponde à des dimensions plutôt associées à la nutrition émotionnelle, à l'engagement, c'est-à-dire au type d'amour lié au compagnonnage. Tandis que les conceptions de l'amour des hommes seraient liées à un faible investissement émotionnel, à un faible engagement, et donc plutôt au niveau de la passion. Plusieurs études soutiendraient ces hypothèses, autant de ce qui est de la passion pour les hommes et du compagnonnage pour les femmes. Cependant, plusieurs études montreraient que les femmes sont plus que les hommes susceptibles de montrer les symptômes d'un amour passionnel, tels que l'euphorie ou l'excitation physiologique. Mais une des hypothèses est que les femmes en fait seraient plus susceptibles que les hommes à rapporter ces symptômes et que les hommes les garderaient plus intimes et ne les dévoileraient pas. Pour appuyer ce fait, certaines études montrent que lorsque l'amour passionné est exprimé en termes non biaisés au niveau du genre, on ne trouve plus de différence au niveau de l'expression des symptômes de l'amour passionné. Il y a aussi des études qui montrent que les hommes verraient l'amour de manière plus sexuelle que les femmes. En résumé, les auteurs s'attendent à ce que les hommes aient une vision plus passionnée de l'amour que les femmes, et les femmes une vision plus compagnonnage de l'amour que les hommes. Les auteurs nous rapportent que cette échelle, l'échelle d'adjectifs interpersonnels, a été peu utilisée pour étudier les relations amoureuses, mais selon eux, elle apporte un grand intérêt théorique. Par exemple, la dimension de nutrition affective est souvent appelée dimension d'amour. Les auteurs s'attendent à ce que cette dimension soit déterminante pour différencier les conceptions de l'amour d'une personne en fonction de sa personnalité, d'où elle se place dans ce cercle interpersonnel. Pour ce qui est de la dimension de dominance, les auteurs s'attendent à ce qu'elle permette de différencier les sous-types de conception de l'amour. Je vous laisse observer ici quels sont ces sous-types de conception de l'amour et où est-ce qu'elles se placeraient sur l'échelle de dominance. Étant donné que plusieurs recherches ont montré que les hommes et les femmes se placeraient de côtés différents du cercle interpersonnel et donc auraient des personnalités différentes, les chercheurs s'attendent à ce que ces différences de personnalité entre les hommes et les femmes suffisent à expliquer les différences dans leur conception de l'amour. Pour le dire autrement, il n'y aurait pas plus que les différences de personnalité entre hommes et les femmes qui expliquent
la différence dans leur conception de l'amour. 3 études ont été menées par les auteurs afin de tester leurs prédictions. La première étude s'est concentrée sur le genre et les auteurs ont prédit que les hommes auraient une vision plus passionnée de l'amour et les femmes une vision plus compagnonnage de l'amour. L'étude numéro 2 s'est concentrée sur la personnalité. Ils ont prédit qu'au sein du cercle interpersonnel, une forte dimension de nutrition affective serait liée à des conceptions d'amour de type compagnonnage et qu'une faible dimension de nutrition affective serait liée à des conceptions de l'amour de type passionné. Quant à la dimension de dominance, ils ont prédit que cela différencierait les sous-types de conception de l'amour que nous avons vus plus tôt. Ils se sont aussi intéressés à l'influence du genre quand on prend en compte les différences de personnalité. Dans l'étude numéro 3, ils ont continué à prendre en compte et la personnalité et le genre, mais en incluant cette fois des dimensions d'un autre test de personnalité, d'une autre théorie, un autre modèle, le Big Five. Where does the tip of her finger? What she's up to is what I wonder. All bottled up, I'm an old boy trapped on her counter, but not for any longer. Afin d'évaluer si les hommes ont une vision plus passionnée que les femmes de l'amour et les femmes une vision plus compagnonnage que les hommes de l'amour, les chercheurs ont fait passer à un groupe de sujets un test, l'échelle des conceptions de l'amour. Cette échelle est constituée d'un ensemble d'affirmations auxquelles les étudiants ont attribué une note allant de 1 à 9 en fonction de leur approbation. Ces affirmations représentent des caractéristiques qui seraient importantes pour eux dans leur conception de l'amour. Cette échelle permet de différencier 15 types d'amour qu'on a pu regrouper sous le terme de compagnonnage et de passion. Je vous laisse arrêter la vidéo si ça vous intéresse. Les résultats ont surpris les chercheurs. Si pour ce qui est des types d'amour regroupés sous le terme de passion, les hommes ont effectivement eu des scores plus élevés que les femmes, pour ce qui est des types d'amour regroupés sous le terme de compagnonnage, les scores se valent. Pour certains sous-types, les hommes ont eu un score plus élevé, et pour d'autres, ce sont les femmes. On pourra mettre en même temps un petit schéma où on voit le graphique là. On va mettre le graphique, je sais pas si on a le droit. Afin d'évaluer les relations entre personnalité et conception de l'amour, les chercheurs ont fait passer de nouveau l'échelle des conceptions de l'amour ainsi que l'échelle d'adjectifs interpersonnels à un ensemble d'étudiants. L'échelle d'adjectifs interpersonnels est constituée de 64 adjectifs représentant les 8 dimensions du cercle interpersonnel. Les participants vont attribuer une note à chacun de ces adjectifs tels que assuré, dominant, attentionné, etc. afin d'indiquer à quel point ces adjectifs représentent leur fonctionnement. Les chercheurs ont profité de cette étude pour réévaluer les différences de genre dans les conceptions de l'amour et ils ont trouvé à peu près les mêmes résultats que sur la première étude, donc je ne vais pas les détailler ici. Pour ce qui est des différences entre les personnalités dans les conceptions de l'amour, les chercheurs ont eu les résultats qu'ils attendaient. Ainsi, les types d'amour qu'on regroupe sous le terme de passion et de compagnonnage sont divisés en fonction de la dimension de nutrition affective. Exception faite pour le sous-type d'amour, amour entre enfants de la même famille, qui s'est retrouvé du côté froid du cercle interpersonnel, contrairement à ce que les chercheurs attendaient. Ils l'expliquent en faisant l'hypothèse que cela pourrait être dû aux descriptions contenues dans l'échelle des conceptions de l'amour. En effet, l'amour entre enfants de la même famille contient des descriptions liées à la compétition, ce qui pourrait expliquer qu'il se retrouve du côté du cercle interpersonnel lié à une faible nutrition affective. Je vous laisse, si ça vous intéresse, mettre pause pour regarder comment les différents types d'amour que nous avons vus tout à l'heure se répartissent dans le cercle interpersonnel. Dans cette étude, les chercheurs avaient également fait l'hypothèse que les différences de personnalité dans les conceptions de l'amour suffiraient à expliquer les différences de genre dans les conceptions de l'amour. Étant donné qu'ils n'avaient pas trouvé de différences significatives pour ce qui est de l'amour de compagnonnage, ils n'ont pu tester cela que pour les types d'amour passionnés. Et de fait,
Même en contrôlant les effets de la personnalité, les chercheurs ont trouvé que le genre continue à avoir des effets significatifs sur les différences dans les conceptions de l'amour. En plus du modèle du cercle interpersonnel, un autre modèle prédomine dans les recherches sur la personnalité, c'est le modèle du Big Five ou modèle des 5 facteurs. Ce modèle prend en compte les dimensions interpersonnelles de la personnalité à travers les facteurs d'agréabilité et d'extraversion, mais aussi d'autres dimensions de la personnalité, comme une dimension affective à travers le facteur de névrotisme, une dimension expérientielle à travers l'ouverture à l'expérience, et enfin une dimension motivationnelle à travers le facteur de conscience. Ce qui est intéressant, c'est que plusieurs études ont montré que les facteurs liés à la dimension interpersonnelle du Big Five étaient globalement similaires aux dimensions de dominance et de nutrition affective du cercle interpersonnel. Ainsi, le créateur de l'échelle d'adjectifs interpersonnels révisée, Wiggins, a également créé un test regroupant ces deux modèles, l'échelle d'adjectifs interpersonnels Big Five. En plus de cela, les chercheurs ont expérimenté des hypothèses quant à la corrélation entre les différents facteurs du Big Five restants et les dimensions de l'amour. Pour ce qui est du facteur conscience, les chercheurs s'attendent à ce qu'il y ait une corrélation positive avec les amours de type compagnonnage, puisque une personne consciencieuse serait plutôt terre à terre. Pour ce qui est du facteur névrotisme, les chercheurs s'attendent à ce qu'il y ait une corrélation positive avec les types d'amour passionnés, puisque le névrotisme est associé à de fortes excitations et d'intenses émotions. Les chercheurs s'attendent également à une corrélation positive entre le facteur d'ouverture à l'expérience et les types d'amour passionnés, puisque cette ouverture à l'expérience pourrait s'étendre à celle que l'on retrouve dans ces types d'amour. Globalement, les résultats correspondent à ce qui était attendu, sauf pour quelques exceptions. Par exemple, le facteur de dominance a été plus relié aux conceptions de l'amour que ce qui était initialement attendu. Pour eux, cela est dû au fait que ce nouveau facteur de dominance est la combinaison entre la dimension de dominance du cercle interpersonnel et le facteur d'extraversion du Big Five. Contrairement à ce qui était attendu, l'ouverture à l'expérience n'a globalement pas fait ressortir de lien significatif avec les conceptions de l'amour. Pour le reste, le facteur de nutrition affective a permis de différencier les conceptions de l'amour de type compagnonnage et de type passion. Le facteur de conscience a été positivement corrélé aux conceptions de l'amour de type compagnonnage et négativement corrélé aux conceptions de l'amour de type passion. Et enfin, le facteur de névrotisme a été positivement corrélé aux conceptions de l'amour de type passion et négativement corrélé aux conceptions de l'amour de type compagnonnage. En conclusion, il est intéressant de noter que contrairement à ce qui était attendu, les femmes n'ont pas eu un score significativement plus élevé que les hommes dans ce qui est des types d'amour du compagnonnage, excepté pour 2 sous-types. De plus, si les hommes ont accordé un score plus élevé au type d'amour passionné, en vérité, comme les femmes, ils les considèrent moins importants que les types d'amour de compagnonnage. Les auteurs relèvent donc le fait que les hommes et les femmes s'accordent sur ce qu'ils attendent dans les relations amoureuses. Pour ce qui est de la personnalité, les dimensions de nutrition affective et de dominance du cercle interpersonnel ont joué un rôle essentiel pour arriver à distinguer les différences de conception de l'amour entre des personnes qui auraient des personnalités différentes. Pour les auteurs, ce modèle est un moyen réel d'intégrer les recherches sur les différences de conception de l'amour en fonction de la personnalité. Enfin, la personnalité et le genre semblent être 2 sources d'influence bien distinctes sur les conceptions de l'amour.
Il faut garder en tête qu'une seule recherche ne permet pas de répondre à toutes les questions. Cette recherche s'appuie tout de même sur des recherches précédentes qui ont permis d'intégrer différents modèles des conceptions de l'amour au sein du modèle de Berkshire et Hatfield qui les différencie en amour de compagnonnage et amour passionné. Pour ce qui est de cette étude, les résultats ne peuvent pas être étendus aussi facilement à toute la population du monde puisque les chercheurs se sont concentrés sur une population d'étudiants vivant au Canada. Certaines recherches ont quand même permis de montrer le lien qu'il existait entre les caractéristiques de toute une population du Canada et des populations venant d'autres coins du monde. Mais il faut rester prudent dans les interprétations qu'on peut tirer de cette étude. Nous vous ferons d'autres vidéos qui vous montreront l'étendue des recherches qui existent sur les conceptions de l'amour en nous concentrant sur celles qui ont été le plus influentes. Merci d'avoir regardé cette vidéo, appuyez sur le pouce bleu et abonnez-vous, et on vous laisse avec le bêtisier. La façon dont nous concevons l'amour varie énormément. Je sais pas pourquoi, varie énormément, ça varie beaucoup putain. Ok, c'est pas... L'article commence en pointant le fait que du point de vue des profanes tant que des spécialistes, ce que ces chercheurs reprochent... oh là là. C'est quoi? C'est une guêpe? Non, en fait, non, je peux pas. Protection. La théorie interpersonnelle, initialement issue... faut que j'enchaîne mieux aussi ce que je dis. Oh, la chenille processionnaire. Non, j'aime pas ça du tout. Oui. Les chenilles, moi. Je suis pas à l'aise là. Oh non, non, non. Oh non, non, non. Je me demande juste une chose. Ouais, je le Où est-elle tombée? Il y a une chenille processionnaire énorme. Parce que normalement, elles font genre cette taille. Ça va. Non, rien, c'était un papillon. Les chercheurs pointent le fait que l'amour est un cadeau de l'univers. Cette échelle consiste en un ensemble d'affirmations que les étudiants ont évaluées sur une échelle de... Toi tu as anticipé le truc. Échelle et merde. Les étudiants, cette échelle est constituée... Craquage. Cette échelle est constituée d'un ensemble d'affirmations auxquelles les étudiants ont attribué une note allant de 1 à 9. 1 étant pour pas du tout d'accord et 9 tout à fait d'accord. Que vais-je faire de ma vie? Vais-je sauter d'ici? Non. Bonjour. J'ai déjà croisé au restaurant tout à l'heure. Oh, c'est ça. Vous êtes tellement souriante que ça se remarque. Ah, on est bien là. Bonne journée. À vous, merci. Le névrotisme est associé à de fortes excitations et à de intenses émotions. À de intenses émotions, j'ai fait mieux. À d'intenses émotions. À de intenses émotions. Ils s'attendent également à ce que le facteur d'ouverture à l'expérience s'élargisse. Choubi papi papa pipi papi yo baby, oh baby.